40. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission des aventuriers et aventurières de la bio. Voilà, aujourd'hui on va parler du parcours d'une... bienvenue Elisabeth, mais Elisabeth n'est pas là. Donc voilà, qui sont les cofondateurs de Ma Bonne Étoile et que vous connaissez très certainement si vous travaillez dans la bio ou dans le monde du vrac, qui sont les inventeurs des marques Squeeze et marques Feel Good. Donc voilà. Bienvenue Nicolas, bienvenue Elisabeth. Merci Simon pour ton accueil. Je tiens à signaler qu'Elisabeth est désolée de ne pas être présente aujourd'hui. Elle aurait vraiment aimé être là. C'est pour la bonne cause. Elle est sur le World Impact Summit qui a lieu actuellement à Bordeaux. Bah voilà, beaucoup mieux que ce qu'on fait là. Bravo Elisabeth. Donc Nicolas, nous on est hyper content je suis hyper content de présenter ton parcours parce que ça fait un peu de temps qu'on se côtoie dans ce secteur-là, qu'on travaille ensemble sur Aventure Bio. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était votre histoire, on va dire, de couple entrepreneur, parce que c'est pas si fréquent et c'est toujours des histoires qui intéressent les gens, et comprendre d'où vient en fait votre engagement pour le zéro déchet. Donc peut-être qu'on peut commencer par la blague que j'ai fait au départ. Donc pour l'histoire, donc Anat Expo, enfin dans tous les salons pro pour ceux qui en font, quand on est exposant, on arrive la veille pour installer le stand, et c'est là que j'ai vu pour la première fois Nicolas et Elisabeth qui étaient nos voisins de stand. Ils étaient dans un monospace et dans ma mémoire c'était un 806, mais tu vas me révéler qu'en fait c'était pas un 806. De quel monospace s'agit-il? Effectivement, il s'agit d'un Jumpy, d'un Citroën Jumpy qui comporte 9 places. Alors pas parce qu'on a 7 enfants, on en a 5. Donc c'est un véhicule qui nous permet de transporter à la fois nos enfants, mais aussi notre dernier bébé qui est en fait notre entreprise. D'accord. On utilise le Jumpy. Elisabeth est là, elle nous dit qu'elle est là par la pensée. Exactement. Et donc voilà, donc vous êtes un couple et vous avez 5 enfants, donc une famille nombreuse. Et ça a été un peu le point de départ de votre aventure entrepreneuriale, si je comprends bien. Oui, exactement. Tu comprends bien. En fait, c'est au moment de l'arrivée de notre 5e enfant, Adrien, en regardant nos poubelles, on constatait qu'on faisait un usage non négligeable de gourdes à usage unique pour compote. Et là, on va dire, à partir de ce constat-là, l'aventure, elle était lancée. Elle était lancée tout d'abord parce que Elisabeth, en voyant ça, s'est dit, tiens, il faut réfléchir à un concept. On a trouvé un concept alternatif à ces gourdes de compote à usage unique, produits en Chine et distribués aux États-Unis et puis en Australie. On s'est dit, tiens, ça pourrait être pas mal d'en acheter pour des amis. Et puis ça s'est transformé à tiens, mais on pourrait peut-être être distributeur. Et puis tiens, on pourrait peut-être le faire nous-mêmes parce que au passage, si on voit un tel produit, ce serait pas mal qu'il soit fait de manière responsable, complètement éthique. Et en fait, très peu de temps après, l'entreprise était née, lancée par Elisabeth, qui a aussi trouvé un partenaire basé en Suisse qui pouvait fabriquer le concept de gourde réutilisable de manière très responsable. Et moi, de mon côté, j'étais ingénieur chez Peugeot Citroën, donc dans l'automobile depuis 15 ans. D'où le je m'étais lancé dans un executive MBA et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bon moment de rejoindre Elisabeth qui m'invitait sur son projet pour compléter le panel de compétences qu'elle avait. Okay. En fait, Elisabeth et moi, on est vraiment, en termes de profil, on est vraiment complémentaires. Et on s'est dit, alors on y va, banco, on met tous nos œufs dans le même panier et on se lance dans l'aventure. C'est pas dans 10 ans que ce genre d'opportunité pourra se représenter. Là, on a un produit, un projet qui nous passionne, sur lequel, on trouve énormément d'intérêt, aussi bien Elisabeth que moi. Allons-y ensemble. Et donc, on s'est lancé à 2 dans cette aventure. C'était maintenant en 2014. J'ai donné ma démission à PSA. J'avais passé 15 ans formidables dans l'automobile. Et puis, le temps était venu de tourner une page et de se lancer dans autre chose. Et c'était votre première boîte à vous deux, du coup? Vous aviez une jeune expérience d'entrepreneuriat?
C'était notre première boîte. Alors, Elisabeth, pas tout à fait, parce que donc Elisabeth est américaine et dans son enfance, elle avait lancé des petites aventures entrepreneuriales, mais qui déjà lui avaient donné le goût de D'accord. l'entrepreneuriat. Moi, je connaissais pas du tout et c'était pas prévu du tout comme ça. J'avais plutôt prévu de continuer dans l'automobile, euh, mais l'opportunité s'est présentée et on va dire que toutes les étoiles étaient alignées pour que ça se fasse à ce moment-là. D'accord. Top. Et le fait d'y aller en couple, c'était pas prévu non plus et vous vous êtes dit, OK, on arrivera à s'arranger, quoi. Oui, exactement. Alors pourquoi? Parce que on a, comme je disais tout à l'heure, on a des profils complémentaires, donc il y avait un réel besoin de se compléter là-dessus. De son côté, Elisabeth était plutôt sur la partie créative, innovation, marketing, communication, et de mon côté, je pouvais apporter une vision sur la gestion des opérations, aussi bien du côté fournisseur que du côté interne et du côté client, que sur la partie finance. Donc, on se complétait. La deuxième chose, c'est qu'en termes de confiance dans un partenaire, c'est difficile de faire mieux que de travailler avec son partenaire de vie. Je veux dire, et on se fait pleinement confiance et on sait que quand l'un prend une décision et que l'autre est absent, il n'y a aucun souci. On sait dans quelle direction la décision elle est prise. Et donc en fait, on a plus vu les opportunités que les risques. Parce que oui, c'est pas facile de travailler en couple dans le sens où il y a toujours un petit peu d'affect, d'émotion qui peut intervenir dans la prise de décision professionnelle sur ce type de projet. Mais on essaie de mettre ça de côté en restant très très humain hein, et on garde nos émotions, mais on essaie de faire la part des choses. Voilà. Les choses se sont, comment dire, les choses ont évolué avec le temps et avec l'évolution géographique. Au départ, on était dans notre cuisine, on était à 2 dans notre cuisine, puis à 3 dans notre cuisine. Quand on était à 4, là pour le coup, on s'est dit on va prendre des locaux et donc comment dire, séparer géographiquement l'entreprise de la maison. Au passage, on a retrouvé notre salon qui était un entrepôt auparavant. Et ça, c'était pas mal. Et puis aussi le fait d'avoir plus de personnes dans l'équipe, comment dire, ça a permis d'encore mieux répartir les rôles et pour le coup de les répartir entre toute l'équipe. Vous êtes combien Voilà. Et actuellement? aujourd'hui, d'ailleurs, on fonctionne avec une équipe managériale de 5 personnes et l'ensemble des décisions sont bien prises par cette équipe managériale. OK. Bon. Donc, ouais, actuellement, enfin, 5 personnes dans la partie managériale et au total, l'entreprise, vous êtes combien maintenant? On est maintenant 20. Hey, Oui, voilà. oui, avec une évolution très rapide sur cette dernière année, puisque pendant la période Covid, on a finalisé une levée de fonds, très précisément en juillet 2020. Et cette levée de fonds, elle a pour objectif d'augmenter notre OK. impact positif sur toutes nos parties prenantes. Donc depuis juillet 2020, on recrute pour innover davantage, sortir de nouvelles pépites. Dans l'autre vidéo, je vous présentais les sacs à vrac, qui sont les premiers résultats de cette levée de fonds. C'était une idée qui était née avant la levée de fonds, mais qui s'est matérialisée avec cette levée de fonds. Et derrière, on a aussi plus de moyens pour aller plus vite dans la présentation et la sortie de nos innovations, mais aussi plus de moyens pour communiquer et derrière mettre les produits soit sur des étagères, soit sur des fantastiques sites web comme celui d'Aventure Bio pour vendre nos produits. Ben, on va en profiter, mais du coup, vous avez des recrutements en cours ou si quelqu'un voit la vidéo et trouve ça intéressant? Oui, oui, Vous... oui, on a un certain nombre de recrutements en cours. Ne pas hésiter à aller sur le site de Birdeo ou celui de Welcome to the Jungle. En l'occurrence, on cherche des personnes qui sont dans la logistique et la coordination de production, et puis des personnes en marketing et en business development. D'accord. Sur Paris, ça, vous êtes basé à Paris? On est dans les Yvelines. On est D'accord. donc oui, pas très loin de Paris. On est à 25 minutes de la gare Saint-Lazare.
Bon, bah voilà. Donc, à bonne entendeuse, bonne entendeur, vous n'avez pas regardé la vidéo pour rien. Peut-être que vous allez découvrir votre prochain boulot passionnant. Trop bien. Du coup, on parlera peut-être de la levée de fonds après, parce que ça nous intéresse. C'est souvent une question que nous, on a, bah voilà, un petit pouce de clair en bulle, imagine. Les levées de fonds, il y a plein de questions passionnantes, à savoir à partir de quand est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit. Ça, c'est une vraie question. Avant ça, moi, je voulais parler un peu de l'innovation dans le zéro déchet. Moi, je connais vos gourdes comme pas mal de consommateurs bio depuis un paquet de temps, et je les ai vus évoluer. J'imagine que, moi, pour les avoir utilisés, j'ai plusieurs fois trouvé ça super. Les gourdes de compote, hein, les sacs à vrac, je suis convaincu au premier regard. Les gourdes de compote, j'ai mis un peu plus de temps parce que à laver, je galérais un peu, ou parfois c'était ouvert dans le sac des enfants. Et j'ai vu que vous aviez amélioré en fait votre produit. Voilà, quels ont été vos j'imagine qu'entre le premier prototype et le produit qui est maintenant en place, vous avez progressé et qu'en fait vous n'imaginiez pas en fait peut-être le nombre d'itérations qu'il fallait faire. Je ne sais pas comment ça c'est votre processus de création et d'amélioration. Comment vous l'avez vécu? Ça a été véritablement passionnant. Et alors pour moi, qui ai un profil d'industriel au départ, d'ingénieur dans l'industrie, j'ai trouvé ça fascinant de commencer finalement dans le monde de l'emballage. Je rappelle, je viens de l'automobile, donc le monde de l'emballage, j'y connaissais pas grand-chose, mais de travailler avec un partenaire qui donc basé en Suisse, mais qui avait l'habitude de travailler dans l'emballage à usage unique et de le guider pour aller vers de l'emballage réutilisable. C'est un vrai challenge parce que un industriel qui fabrique des contenants jetables, il fabrique quelque part un produit qui n'est pas la star. Ce que je veux dire par là, c'est que le consommateur, lorsqu'il achète une gourde de compote remplie, pré-remplie, il l'achète pour la compote. Il l'achète pas pour l'emballage. Donc en fait, le niveau de qualité de l'emballage jetable, quand on regarde de près, il n'est pas génial. Par contre, lorsqu'on vend un contenant réutilisable vide, on vend un produit qui est la star, qui est acheté pour lui-même et pas pour le contenu, puisqu'il n'y a pas de contenu. Donc pour nous, le véritable challenge, ça a été d'aider notre partenaire à monter en gamme, à monter en qualité, parce qu'on ne pouvait pas avoir sur des gourdes réutilisables, les gourdes réutilisables Squeeze, on ne pouvait pas avoir le niveau qualité qui existait à l'époque chez ce partenaire sur des gourdes à usage unique. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Pour ceux qui nous ont connus au tout départ, lorsqu'on a présenté les prototypes au Salon Baby en 2014, très sincèrement, on en sourit encore, on en rit encore aujourd'hui. On avait réussi à trouver 40 personnes qui trouvaient le concept génial et qui avaient fait des précommandes. Mais vraiment chapeau, parce que ce qu'on présentait, ça fuyait, le zip craquait, c'était vraiment terrible. Et au niveau look, la gourde, elle était sympa, mais vraiment loin d'un niveau qualité acceptable, on va dire ça comme ça. Donc il y a eu un gros travail qui a bien pris 6-7 mois au tout départ pour faire monter en compétence l'industriel, notre partenaire, et qui heureusement était extrêmement motivé, croyait beaucoup au concept, croyait dans l'équipe, et qui a fait le nécessaire et qui est très vite arrivé à un niveau qualité top. C'est ça, si je peux me permettre, c'est un vrai point quand même pour des gens qui créent des marques, des boîtes. Voilà, n'ayez pas peur de votre premier proto, quoi. Enfin, c'est le point de départ. Et si vous avez peur qu'on vous dise que c'est pas génial, faites pas ce métier déjà, parce que vous allez forcément faire des trucs pas géniaux en tant qu'entrepreneur. Et regardez ce que ça donne quand on s'acharne un peu sur un produit qui était une bonne idée avec des bons trucs, mais qui demandait à être amélioré. Mais t'as raison, Simon. Il faut être très exigeant et jamais lâcher, parce que les choses elles arrivent avec le temps. Typiquement, l'autre évolution et qui a eu lieu assez rapidement, c'était le zip. On avait un zip qui était extrêmement résistant, mais il était tellement résistant qu'il fallait tirer pour la première ouverture, il fallait tirer très très fort sur les deux côtés de la gourde, et le zip, dans un cas sur deux, il craquait. Et alors, c'est bien d'avoir un zip résistant complètement étanche, il n'y a aucun souci, c'est ce qu'on cherchait à faire. Par contre, s'il craque à la première ouverture, l'image de marque, elle en prend un coup très rapidement.
Et donc là, il a fallu trouver le bon zip. On a le bon zip et c'est maintenant le même depuis fin 2014. Et on en est très content. Mais voilà, ça c'était une des évolutions qu'on a pu faire. Dans les autres évolutions qu'on a pu faire aussi, en prenant en compte les retours de nos clients, c'était pour le lavage. Au tout départ, les coins à l'intérieur de la zip étaient des coins de la squeeze, pardon, étaient des coins carrés. À l'intérieur, ici, on avait des coins carrés. Ce qui facilitait pas le lavage, ni au lave-vaisselle, ni avec un goupillon. Et on pouvait se retrouver avec quelques petits défauts qui pouvaient rester chez certains clients. Donc, on a arrondi les coins à l'intérieur. Et aujourd'hui, on a une squeeze qui est beaucoup plus facilement lavable. Okay. Donc ça a été une autre évolution. Voilà. Sur les modèles qu'on a pu sortir aussi, on a sorti des modèles 130 ml comme celui-là, et on a sorti des modèles un petit peu plus petits pour le segment des bébés de 90 ml. On a aussi travaillé avec un partenaire, d'ailleurs même avec 2 partenaires pour segmenter notre offre. On a travaillé avec Sophie la Girafe pour les gourdes 90 ml destinées aux bébés. Et d'ailleurs, j'en profite, on est en train de lancer une gamme de 130 ml avec des motifs Sophie la Girafe. Et puis, on travaille actuellement et on va lancer une gourde avec une ouverture un petit peu plus grande. D'accord. Voilà. Top. Est-ce qu'il y a d'autres segments sur lesquels, parce que les gourdes, pour les segments sportifs par exemple, plutôt adultes, il y a des choses qui peuvent être aussi, on a vu des choses émerger. Est-ce que c'est des choses que vous regardez? Pour l'instant, vous restez sur la partie plutôt enfant-bébé? On a fait des tests, alors vraiment principalement pour la France, parce que la France a cette spécificité d'avoir un marché des gourdes des gourdes pour compote ou équivalent qui est ouvert vraiment sur tous les âges, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe où c'est vraiment très orienté bébé. Mais sur la France, effectivement, la cible adolescente et la cible adulte est une cible très intéressante. Et on a fait quelques tests avec des gourdes pour adultes sur Squeeze. Et aujourd'hui, on a décidé de lancer 2 gourdes Feel Good qui auront la forme de gourde Squeeze, mais qui seront destinées à des adultes. Donc c'est elles ont cette forme-là. Par contre, avec des motifs plus adultes, pouvant être destinés aux sportifs ou bien à tout autre type de personnes intéressées par ce genre de produits. Typiquement, par exemple, pour des personnes âgées aussi. Des personnes qui sont dans des EHPAD. On a équipé en son temps un EHPAD complètement de gourde Squeeze à l'époque pour le test et ça avait très très bien fonctionné. On a une question de Claire en bulle. Donc les gourdes, elles sont données pour un nombre d'utilisations. Elles sont au bout d'un moment, je ne sais plus si c'est 50 ou quelque chose comme ça. C'est 50 utilisations, effectivement. Okay. Oui. Et c'est le cas des sacs à vrac. On est en train de déterminer le nombre d'utilisations pour les sacs à vrac, sachant que sur cette gamme solide, il y a un niveau d'étanchéité liquide qui est, on va dire, un niveau attendu qui est moindre. On est convaincu que les sacs à vrac pourront dépasser plusieurs centaines d'utilisations. On est en train de faire les tests pour déterminer le nombre sur lequel on communiquera. Sachant que ce nombre-là, il est jamais complètement arrêté. Très sincèrement, pour des squeezes, oui, on communique sur 50 utilisations parce que oui, on a fait des tests dans des lave-vaisselle professionnels et on a regardé au bout de 50 cycles dans quel état ressortait la squeeze. Au bout de 50 cycles, elle ressort dans un état parfait. Par contre, on n'a pas fait de test sur 100, sur 150 ou sur 200. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que certains de nos consommateurs les utilisent beaucoup plus longtemps et ça fonctionne. Après, tout dépend aussi de l'utilisation qu'on peut en faire, si on les plie, si on les sollicite énormément ou pas trop. Voilà, donc ultra trailer pour de la grimpe cycliste, oui, c'est à ça qu'on pensait. Merci Elisabeth de préciser. En effet, c'est sûr que c'est... moi je fais du vélo et du coup quand on a notre ravitaillement dans la poche, c'est vrai que actuellement c'est du jetable. Hein. J'ai challengé pas mal de gens là-dessus, mais c'est vrai qu'on est toujours sur du jetable et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir imaginer
du lavable ou du re-remplissable. Donc, ouais, je pense qu'il y a du potentiel. Il y a quelques cyclistes qui regardent. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Trop bien. Et bah, du coup, c'est hyper intéressant. On peut repartir sur la question de la levée de fonds, parce que finalement, c'est ce qui vous a permis de lancer ce Feel Good, si j'ai bien compris. C'était quoi votre point de départ? Est-ce que vous y pensiez dès le début? Est-ce que ça vous paraissait incontournable? Ou est-ce que c'est arrivé en fait avec le développement de l'entreprise comme question? Non, on n'y a pas pensé dès le début. Très sincèrement, lorsqu'on a lancé l'entreprise, au tout départ, c'était même pas une aventure entrepreneuriale comme je le disais au départ. C'était voilà une idée d'un produit sympa et qui nous semblait aller complètement dans la direction de nos valeurs, de ce qu'on avait envie de faire, de se diriger vers moins de déchets. Et puis, je dirais avec le temps, on est resté dans un premier temps monoproduit pendant très longtemps, pendant 5 ans. Certes, on avait des accessoires pour les squeezes qu'on avait développés, mais on n'avait pas d'autres contenants réutilisables. Et il y a un moment, on passe un cap où on se dit, c'est bien, ce qu'on fait, ça a de l'impact, les gens apprécient le produit, les gens apprécient la façon dont on conduit nos affaires et le business en général. On a envie d'avoir un impact positif complémentaire, on peut le faire et on a envie. Donc là, il faut qu'on trouve les moyens pour le faire. C'est pas avec comment dire les marges que l'on dégageait sur un produit squeeze dans les circuits spécialisés qu'on pouvait se lancer dans une démarche d'impact positif maximal. Là, pour le coup, dès qu'on avait pris cette décision de lancer d'autres produits, on s'est dit il faut des moyens. Alors au départ, on commence par les moyens assez classiques qui sont des prêts. Alors ça peut être des prêts d'honneur, des prêts de croissance par des par des organismes comme France Initiative ou d'autres, hein, et puis avec son partenaire banque. Donc ça c'est la première étape. Et puis il y a un moment, lorsque vous visez plus de recrutement pour aller plus vite pour sortir vos innovations, là on peut faire appel effectivement à des fonds, et c'est la décision qu'on a prise. Parce que cette décision enfin voilà, pour donner un peu, pour ceux qui connaissent un peu moins, les banques ils financent pas des recrutements, c'est un peu compliqué pour eux, c'est un peu risqué de savoir on recrute quelqu'un, on sait pas à quel point ça va fonctionner, donc voilà. Et tout à fait. Les banques préfèrent financer des moules, par exemple, du dur, qui peut éventuellement se racheter et se revendre. Par contre, les moyens marketing, le recrutement, là, effectivement, il faut se diriger vers d'autres types de financement. Donc, on a fait appel à un leveur de fonds qui est spécialisé sur les fonds à impact. Parce que pour nous, c'était important de se faire accompagner par des fonds à impact qui partageaient les mêmes valeurs que les nôtres et qui seraient en phase avec la façon dont on manage Ma Bonne Étoile. Typiquement, pour nous, au jour le jour, dans toutes les décisions qu'on prend chez Ma Bonne Étoile, on est extrêmement attentif à notre impact sur nos parties prenantes, quelles qu'elles soient, que ce soit nos salariés, nos clients, nos fournisseurs, l'environnement, les communautés locales. Pour nous, c'est super important. Et donc, par exemple, on a pris un certain nombre de décisions et d'engagements sur lesquels on communique et qui nous, qui ne sont pas modifiables. Un engagement, par exemple, c'est celui d'investir 2% de notre chiffre d'affaires, que nous soyons en bénéfice ou en perte, mais d'investir 2% de notre chiffre d'affaires dans des projets associatifs. Donc, par exemple, on a investi dans des projets du Rire Médecin, dans des projets de l'AFAO, qui est l'Association française de l'atrésie de l'œsophage, et on est au rendez-vous avec 2% de notre chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive. Voilà, ça, c'est important que les investisseurs qui vous accompagnent, ils soient en phase avec ça, parce qu'on ne change pas les règles comme ça. Enfin, en tout cas, nous, on a décidé de ne pas changer les règles comme ça du jour au lendemain, mais par contre, de partager ces décisions-là avec nos investisseurs. Et donc, aujourd'hui, on a réalisé une levée de fonds avec 2 formidables investisseurs. L'une est une société à mission française qui s'appelle Maïf Impact,
et l'autre est une Bicorp suisse qui s'appelle One Creation Cooperative, ou Coninco, basée d'ailleurs pas très très loin de l'usine où on fabrique les squeezes. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, on est vraiment, je dirais, quand on regarde l'année qui s'est déroulée et tous les échanges qu'on a pu avoir avec nos investisseurs, on est ravis de les avoir avec nous dans cette aventure. C'est des échanges ultra constructifs parce que au-delà d'apporter des fonds, en échange bien évidemment d'une partie de ma bonne étoile, au-delà d'apporter ces fonds, ils nous apportent des idées, ils nous apportent des synergies avec d'autres projets dans lesquels ils ont investi. Ils nous apportent de la visibilité et on trouve une véritable complicité. On se retrouve vraiment bien des deux côtés. Et vous êtes passé Bicorp du coup dans ce cadre-là, si j'ai bien, ou vous êtes aspirant Bicorp? Alors, en fait, on est Bicorp depuis 2015 et c'est au moment de la levée de fonds qu'on est aussi devenu société à mission. D'accord. Voilà. Donc, notre mission, elle était déjà assez claire depuis 2015-2016. On savait où on voulait aller avec ma bonne étoile. On l'a précisé avec le temps en clarifiant le fait qu'à un moment on prenait la direction des contenants réutilisables uniquement et qu'on n'allait pas travailler dans le monde des contenus. On n'est pas dans l'alimentaire, c'est pas nous qui fabriquons les contenus. Donc notre mission, c'est vraiment d'aider les consommateurs à réduire leurs déchets, de les accompagner vers un monde sans déchets, en mettant à disposition des équipements pratiques, fun et voilà. Donc ça c'est notre mission. Après, sur la façon, et donc notre mission, elle est bien inscrite dans nos statuts. D'accord. Le statut, c'est ce qu'on dépose quand on crée une entreprise. C'est vraiment les documents de base qui expliquent le fonctionnement de chaque entreprise. Donc, c'est assez fort. Exactement. Et les objectifs stratégiques qui vont avec sont aussi inscrits dans nos statuts. Et ça, on l'a fait au moment du passage en société à mission, donc à peu près au même moment que la levée de fonds. Et par contre, sur la façon dont on travaille et sur les impacts positifs que l'on génère, on utilise l'outil BIA, qui est l'outil d'évaluation de Bicorp. Donc Bicorp, juste pour ceux qui ne connaissent pas hyper bien, tu me corriges si je me trompe, mais c'est un collectif international d'entreprises à mission qui mettent leur mission au même niveau, au moins que leur performance économique, voire presque même au-dessus, si j'ai bien compris. Et du coup, il y a un référentiel commun et une sorte de note Bicorp dont tu parles, qui permet de dire, qui permet un peu d'objectiver ça, parce que finalement, toute entreprise, j'ai jamais rencontré une entreprise qui me dit, oh, nous on est des margoulins, on fait tout pour l'argent. Voilà. Donc toute l'entreprise va dire qu'elle fait de son mieux et qu'elle fait des bonnes choses. Et toute la question, c'est de l'objectiver pour pouvoir dire oui, concrètement, on se soumet à un référentiel externe, il y a une sorte d'audit externe qui permet de valider. Donc c'est ça un petit peu la note dont tu parles. C'est ça. Alors ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien de s'engager sur la mission. Et Bicorp en tient compte. Et d'ailleurs, Bicorp en tient compte pour faire évoluer légèrement les questions qui sont posées en fonction du modèle d'affaires. Donc Bicorp tient compte du modèle d'affaires, tient compte de la mission et effectivement va mesurer l'impact. Donc c'est une mesure de résultat. C'est bien d'être engagé, c'est encore mieux quand les résultats sont derrière. Et ça, on le voit effectivement à travers les 5 axes de questions qui sont posées, mais en fait qui sont des axes d'impact sur les parties prenantes, sur 5 parties prenantes. D'accord. Et ça, tu peux te donner un peu d'exemples, parce que c'est vrai que je crois pas qu'on ait beaucoup parlé de Bicorp dans l'émission, mais allons-y. C'est quoi qu'est-ce qui fait, sur quoi est-ce que vous êtes en quelque sorte noté? Alors, on est noté par exemple sur notre sourcing. Typiquement, où sont situés nos fournisseurs, quelle est l'empreinte carbone des transports, comment travaillent nos fournisseurs, quel type de fournisseurs, comment ils gèrent leur énergie, comment nous on gère nos énergies, sur l'impact, la façon que l'on a de travailler avec nos salariés, les packages pour nos salariés, le bien-être au travail.
On a aussi l'impact que l'on peut avoir sur les communautés locales. Est-ce que l'on, comment dire, est-ce que la façon dont on travaille impacte les communautés aux alentours de là où on est? Est-ce que elle impacte aussi des communautés défavorisées qui seraient éventuellement pas très loin? Donc, on a un impact positif sur l'environnement, mais il va s'intéresser en fait à ce qu'on appelle la triple bottom line, tous nos impacts environnementaux, sociétaux sur les parties prenantes qui sont les nôtres. Trop bien. Donc c'est un audit qui est très complet en fait, qui est très transversal. On s'intéresse pas qu'aux produits, on s'intéresse oui aux produits, ça c'est certain, comment il a été conçu, quel est son impact en tant que tel, avec tous les liens par exemple sur les émissions carbone entre autres. Mais il va s'intéresser à du 360. Comment fonctionne l'entreprise? Est-ce que c'est une entreprise au sens large responsable? Et si elle est responsable, à quel niveau est-elle responsable? Est-ce qu'elle est plus responsable que les autres ou pas? Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a un score qui sort. Alors le score, il est sur 200. Une entreprise comme ça qui se présente, en moyenne, elle va avoir 50 points sur 200. Pour être Bicorp, il faut dépasser les 80 points. D'accord. Aujourd'hui, nous, on fait partie des Bicorp avec un très bon score. On est à plus de 133 points, ce qui nous montre encore toute la marge qui nous reste à faire pour atteindre les 200. C'est un très bon score, mais on peut toujours faire mieux. Et d'ailleurs, Bicorp est aussi un outil managérial. Il nous aide à bien garder le cap, mais de manière aussi pratico-pratique, puisqu'il y a des partages de bonnes pratiques des entreprises entre elles. Trop bien. Donc c'est très vertueux comme cercle en fait. Ouais. Et l'idée c'est de faire toujours mieux. Enfin, c'est l'engagement, c'est d'essayer de progresser ça. Oui. L'idée c'est de faire toujours mieux, sachant qu'en plus le référentiel, qui est un référentiel au départ assez transversal, il se sévérise d'année en année. D'accord. Donc vous pouvez commencer typiquement à 80 points ou 81 points. Et si derrière vous faites rien au prochain audit, vous aurez forcément moins. D'accord, ok. Voilà. Bon, bah, c'est hyper intéressant. Pour pas spoiler trop la dernière partie, et bah, du coup, est-ce que tu as rapidement comme ça des conseils à donner à des entrepreneurs qui voudraient créer leur boîte, des trucs qui étaient intéressants pour toi dans votre décision de vous lancer, et notamment de vous lancer dans la création de boîtes à mission, comme ce que vous avez fait? Je pense que, moi, si j'avais quelque chose à partager, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute de beaucoup de choses. Être à l'écoute des gens qui sont proches de soi, parce que un entrepreneur, en fait, il faut qu'il soit bien entouré. Il faut pas qu'il soit seul. C'est dur d'être un entrepreneur seul. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un partenaire comme Elisabeth, qui est aussi ma partenaire de vie. On a une équipe managériale qui est top et puis une équipe au sens large qui est top. Mais on est aussi entouré d'autres experts qui ne sont pas forcément des salariés chez Ma Bonne Étoile et qui sont tous super. On est vraiment ravis de travailler avec eux. J'en profite pour tous les saluer. Et ça, il faut savoir le faire et jamais hésiter. Et même au départ, lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, il faut rester à l'écoute de ce qui peut se dire autour, parce que c'est compliqué de faire les choses seul et de prendre des bonnes décisions tout seul. Donc savoir bien s'entourer, savoir écouter. Et quand je dis savoir écouter, je pense aussi aux clients. Lorsqu'on a lancé la première gourde Squeeze, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle était ce qu'elle était, avec ses quelques défauts, et elle s'est améliorée avec le temps, mais parce qu'on a écouté nos clients. Aussi bien nos clients finaux, consommateurs, que nos clients revendeurs, distributeurs, qui sont tous des partenaires et qui ont tous leur mot à dire sur comment peut être utilisé le produit, comment on peut l'améliorer, etc. Et c'est très souvent en écoutant ces clients qu'on peut aussi créer, qu'on peut aussi penser à de nouvelles idées. Enfin, je veux dire, on n'aurait pas distribué la gourde Squeeze dans des magasins vrac, par exemple. On n'aurait peut-être pas sorti ce produit-là.
Voilà. Une petite question, on va dire, pour finir cette section-là. Entre l'idée de produit et la première mise en marché, quel délai Voilà. Ça dépend. Effectivement, ça dépend du nombre de personnes que vous avez dans l'équipe, de la bonne coordination entre chacun. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, il faut penser à tous les délais et pas simplement au délai de sortie du produit. Il faut penser aux autres délais que peuvent être les délais logistiques, les délais d'approvisionnement matière, les délais de conception des outils qui vont servir à distribuer les produits, parce que parfois il y a d'autres outils de packaging, par exemple, je sais pas, des bandes cross-merch, des boîtes simplement, des cartons pour transporter les produits, des présentoirs, des choses comme ça. Alors on essaye d'être frugal et de ne pas regorger de packaging, mais il y a des inévitables et il faut savoir en tenir compte. Et puis il faut aussi penser au délai pour pour mettre en place un circuit de distribution. Certains peuvent être très courts, comme avec Aventure Bio, d'autres peuvent être plus longs. Et alors là, je pense par exemple à la GNS, où parfois ça peut être plus long parce qu'ils ont des calendriers très très précis, et si on rentre pas dans les calendriers, c'est plus compliqué. Voilà, il faut mettre tous ces délais bout à bout, et c'est donc toujours plus long que ce qu'on a imaginé au départ. Ok, bon, ce sera le mot de la fin pour cette section-là. Donc, merci Nicolas.